À la Tour de la Dent, considérée comme le centre des magiciens talentueux, un événement horrifique sans précédent est en train de se produire. Le professeur Childman et son élève exceptionnel, Azili, mènent en secret une expérience. Cependant, le résultat leur échappe totalement lorsqu'une force mystique affecte Azili, transformant son corps en une créature étrange. Des bruits terrifiants résonnent de partout, attirant immédiatement l'attention des magiciens alentours qui se préparent à utiliser leur magie pour détruire cette créature étrange. Un jeune homme aux cheveux en bataille, Kryllen Silo, se précipite pour intervenir à cause de sa relation proche avec Azili. Il ne peut permettre à quiconque de lui faire du mal. Son hésitation et ses sentiments personnels poussent Kryllen Silo à commettre une grave erreur. La créature profite du chaos pour s'échapper de la tour, disparaissant dans la nuit, au fil du temps. 5 ans après cet événement douloureux, Kryllen Silo n'est plus un étudiant de la Tour de la Dent. Il abandonne son ancien nom et se fait appeler orphelin, comme un moyen d'enterrer son passé. Désormais, orphelin erre de ville en ville, travaillant comme magicien indépendant pour subvenir à ses besoins. Toutefois, la vie n'est pas facile pour lui. Un jour, il a prêté de l'argent à 2 enfants pauvres, mais malgré ses efforts pour le récupérer, l'argent ne lui a jamais été rendu. Dans un petit restaurant situé en périphérie, Orphelin savoure un dîner simple, comme à son habitude après une longue journée épuisante. Tandis qu'il sirote sa boisson, un jeune serveur prend soudain la parole, les yeux brillants de curiosité. Avait-il autrefois fait partie de l'Académie de la Tour de la Dent ? Cette question pousse Orphelin à s'interrompre un instant, et bien qu'il ne veuille pas l'admettre, l'insigne usé sur son manteau dit tout. À cette époque, toute personne diplômée de la Tour de la Dent était hautement respectée, car c'était le seul endroit où l'on formait des magiciens au pouvoir supérieur. L'insigne de l'Académie est un symbole de puissance que même les individus les plus audacieux regarderaient avec prudence. Le lendemain, alors qu'Orphelin retourne à la maison délabrée où il vit, les 2 enfants à qui il avait prêté de l'argent apparaissent soudain. Leur excitation est visible sur leur visage, comme s'ils apportaient une nouvelle importante. Ils parlent avec enthousiasme d'un grand plan plein de potentiel, un stratagème qui pourrait rapporter une somme d'argent considérable. Si tout se passe bien, les problèmes financiers d'Orphelin pourraient être résolus immédiatement. Les promesses des enfants semblent si simples qu'elles en deviennent suspectes. Malgré ses doutes, Orphelin décide de tenter sa chance, pensant que les choses ne sont peut-être pas aussi mauvaises qu'il le redoute. Pourtant, la dure réalité est bien différente de ce qu'on lui avait décrit. Tous les 3 tombent rapidement dans un plan bancal, rejoignant une organisation frauduleuse de marketing à paliers multiples afin de tromper une famille noble et prestigieuse de la ville. Dès le début, les choses sont manifestement évidentes, car les 2 enfants ne cessent de vanter des produits étranges, essayant de convaincre les clients avec des paroles fleuries mais creuses, ce qui pourrait amener n'importe quelle personne, un tant soit peu lucide, à percevoir la supercherie. La famille noble, peu facile à duper, commence rapidement à se méfier des actions douteuses du trio. Elle informe discrètement les forces de sécurité, prévoyant d'arrêter tout le groupe dès que les choses iront trop loin. Au cours de cette situation tendue, Cléo, la plus jeune fille de la famille, découvre accidentellement une vérité choquante. Lorsque son regard se pose sur l'insigne usé qu'Orphelin garde sur lui, des souvenirs d'il y a de nombreuses années refont soudain surface. Cette année-là, un puissant mage était apparu dans leur demeure, laissant derrière lui une épée maudite avec la demande de garder le secret. Les récits de Cléo et les détails épars qu'Orphelin observe finissent peu à peu par s'assembler pour former une image claire. Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour deviner l'identité de la personne qui avait confié à la famille noble l'épée maudite. C'était nul autre que le professeur Childman, l'un des mages les plus influents de sa vie. Cette révélation cause une vive inquiétude à Orphelin, car tout semble tourner autour du passé qu'il tente d'oublier, tandis que l'atmosphère s'alourdit de tension. Soudain, une forte explosion retentit dans la maison voisine. Le vacarme assourdissant secoue tout le quartier, surprenant tout le monde. Un instinct naît en Orphelin, non pas de peur, mais de protection envers les autres. Il se précipite vers la source de l'explosion. Dans le cœur d'Orphelin, l'élan de protéger les autres l'emporte sur la peur de la menace inconnue. La grande porte de la maison, brisée par l'explosion, est entr'ouverte, révélant une scène qui laisse tout le monde sans voix. Au milieu des décombres, une créature gigantesque apparaît. Avec son corps massif et ses ailes en lambeaux, elle dégage une pression terrifiante.
Il suffit à Orphelin d'un bref regard pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un dragon ordinaire, mais d'Azélie. Orphelin se tient devant la créature gigantesque, les yeux emplis de détermination, sans pouvoir dissimuler sa douleur. Il élève la voix, utilisant les mots les plus sincères pour atteindre la part humaine restante en Azélie. Mais tous ses efforts s'avèrent vains. Le monstre ne montre aucun signe d'écoute, ses yeux glacés ne reflétant que folie et instinct de destruction. En un éclair, un jet de flamme jaillit de la gueule du monstre en direction d'Orphelin. Il recule rapidement, tentant d'esquiver, mais la chaleur intense et la fumée tourbillonnante rendent tout flou. Dans ce moment de chaos, Azélie, sous sa forme monstrueuse, bondit avec une morsure puissante, s'emparant de l'épée maudite, l'objet longtemps conservé par la famille noble, puis s'enfuit en direction de la forêt dense. Dehors, l'équipe d'élite des magiciens, qui était restée en embuscade, est entièrement prête à agir. Elle a été envoyée pour s'assurer que la créature ne puisse plus causer de dégâts. Lorsque le monstre sort du bâtiment, de puissantes attaques magiques sont immédiatement lancées. Les lumières éclatantes des sorts illuminent la nuit. Cependant, alors que les attaques sont sur le point d'atteindre leur cible, Orphelin se précipite soudain dans la mêlée, utilisant toute sa force pour neutraliser la magie. Tout s'arrête, sous les yeux stupéfaits des témoins. Son acte audacieux ne sauve pas seulement Azélie d'une mort imminente, mais ouvre également la voie à sa disparition dans l'ombre, échappant à l'encerclement de l'équipe de mages. Le souvenir d'il y a 5 ans persiste encore dans l'esprit d'Orphelin, telle une blessure qui refuse de cicatriser. À cette époque, Maître Childman dirigeait un groupe de jeunes apprentis prometteurs. Tous possédaient un pouvoir latent incroyablement puissant. Parmi eux, Azélie se distinguait le plus. Une fille au talent exceptionnel, connue sous le nom de sorcière chaotique en raison de sa puissance hors du commun. Chaque fois qu'Azélie participait à des combats d'entraînement avec un maître, les échos des affrontements faisaient non seulement trembler la salle, mais provoquaient parfois de légères secousses à travers toute la tour. Le groupe d'apprentis du maître Childman n'était pas seulement impressionnant par ses capacités, mais aussi par la force de ses liens. Ils étaient tous orphelins, mais cela ne les rendait pas malheureux. Au contraire, les jours passés ensemble à la tour de la dent comptaient parmi les rares moments de bonheur véritable. Ils se considéraient comme une famille, partageant leur joie, toujours prêts à se protéger mutuellement du danger. Malgré les épreuves de la vie, ils comptaient les uns sur les autres pour surmonter tous les obstacles. Cependant, ce bonheur éphémère ne dura pas éternellement. Un terrible événement s'abattit sur eux, brisant tout ce qu'ils chérissaient. Lorsque Azélie se transforma en monstre et s'échappa de la tour de la dent, le conseil de l'Académie prit rapidement une décision calculée. Pour protéger sa réputation et son autorité, il déclara au monde extérieur qu'Azélie était morte dans un accident de laboratoire. Cette annonce n'était pas seulement un mensonge, mais aussi un refus total d'assumer la responsabilité de l'une de leurs étudiantes les plus brillantes. La tour de la dent, qui s'était toujours enorgueillie de ses idéaux élevés et de son intégrité, utilisait désormais un masque de fausseté pour dissimuler une vérité terrifiante. Orphelin, qui considérait Azélie non seulement comme une sœur, mais aussi comme la personne en qui il avait le plus confiance, ne pouvait accepter cette tromperie. Il demanda sans relâche aux professeurs et aux mages de haut rang de l'Académie d'organiser une mission de recherche, dans l'espoir de ramener Azélie. Malgré ses supplications sincères, toutes ces demandes furent ignorées. On trouva 1000 raisons pour justifier cette indifférence, arguant que préserver l'image de l'Académie était plus important que de sauver une élève ayant perdu le contrôle. Après avoir été rejeté à maintes reprises, Orphelin sentit que sa loyauté envers la tour de la dent s'était éteinte. Il ne reconnaissait plus cet endroit qui, autrefois, avait été son second foyer. Un lieu qui, autrefois, avait offert espoir et sens à sa vie. D'un geste résolu, il abandonna non seulement l'Académie, mais aussi le nom de Krylancello, un surnom désormais associé à un passé douloureux. De retour à la réalité, Orphelin fut surpris de recevoir une offre directe de Maître Childman. Le mage respecté, symbole de force et de sagesse à la tour de la dent, lui demanda d'accomplir une mission cruciale, éliminer le monstre que l'Académie et la communauté magique considéraient comme une menace majeure. Maître Childman, avec sa perspicacité et son expérience, supposa que le but d'Azalée en s'emparant de l'épée maudite était de retrouver son corps humain.
Toutefois, il exprima également des doutes quant à la faisabilité de cette entreprise, car le pouvoir maléfique caché dans l'épée n'était pas facilement maîtrisable. Orphelin écouta en silence chaque mot de son ancien maître, tiraillé intérieurement. La tour de la dent, bien qu'elle ait reconnu la puissance supérieure d'Azalée lorsqu'elle était humaine, ne voyait désormais en elle qu'un danger à éliminer. Pour l'Académie, tuer le monstre n'était pas seulement un acte de protection envers les habitants environnants, mais aussi un moyen de préserver sa réputation et de défendre les terres sacrées contre toute menace. Childman ne cacha pas sa position. Il insista sur le fait que le sacrifice d'Azalée, aussi douloureux fût-il, était nécessaire pour assurer la paix de tous. Grâce à sa pensée stratégique et à sa maîtrise magique, Childman avait discrètement lancé un sort de traçage sur l'épée maudite. Ce sort, non seulement complexe mais aussi d'une extrême précision, permettait au groupe de mages de déterminer aisément la position actuelle d'Azalée. C'était un élément clé de leur plan, une étape vers la fin de cette histoire douloureuse. Childman était convaincu qu'avec l'aide de ce sort de traçage, affronter et éliminer la menace qu'Azalée représentait serait plus réalisable que jamais. Face à son maître, Orphelin hocha la tête en signe d'accord, comme s'il acceptait pleinement de participer à la mission de traque du monstre. Son expression était sérieuse, mais dans son esprit, il échafaudait un plan tout à fait opposé. Orphelin n'avait aucune intention d'obéir aux ordres de l'Académie. Au lieu de cela, il décida d'utiliser les informations issues du sort de traçage pour devancer le groupe de mages. L'objectif d'Orphelin était très clair, avertir Azalée du danger imminent. Juste avant son départ, Cléo s'approcha d'Orphelin de manière inattendue avec un cadeau spécial. Dans sa paume se trouvait une bague en argent brillant, gravée de caractères anciens et mystérieux. Cléo expliqua que ce présent était un sincère remerciement de la part de sa famille, un témoignage de reconnaissance envers Orphelin pour son rôle dans leur protection et l'atténuation des dégâts causés par l'attaque du monstre. Elle n'en dit pas davantage sur l'origine de la bague, insistant simplement sur le fait qu'elle renfermait un pouvoir spécial capable de sauver son porteur dans les situations les plus périlleuses. Lorsque Orphelin reçut la bague, ses yeux se figèrent immédiatement, une sensation étrange mais familière envahissant son esprit, comme s'il avait déjà vu cet objet quelque part. Après un moment de réflexion, Orphelin comprit une vérité stupéfiante. Cette bague avait autrefois appartenu à Azalée. Les caractères anciens sur sa surface n'étaient pas de simples ornements, mais aussi une preuve claire de sa possession initiale. Bien qu'Azalée ait rarement parlé de cette bague, Orphelin se souvenait distinctement qu'elle lui avait un jour confié qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bijou, mais aussi d'un puissant talisman protecteur. Elle renfermait une magie défensive capable de sauver la vie de son porteur dans les situations les plus critiques. Cependant, son pouvoir ne pouvait être activé qu'une seule fois. Silencieusement, Orphelin glissa la bague à son doigt, ressentant un mélange indescriptible de tristesse et de gratitude. Pour lui, ce cadeau n'était pas simplement une dette que Cléo venait de rembourser, mais un lien vers le passé, vers les souvenirs d'Azélie, avant que tout ne sombre dans le chaos. Il ne remercia pas Cléo par de longs discours, se contentant d'un simple hochement de tête, mais au fond de lui, il fit une promesse silencieuse, utiliser le pouvoir de cette bague d'une manière vraiment digne. C'était sa façon de protéger ce qu'il restait du lien entre lui et celle qu'il avait autrefois considérée comme une sœur irremplaçable. Orphelin et l'équipe de sorciers talentueux furent chargés d'une mission critique. De nombreux mages d'élite furent convoqués pour participer à cette expédition imminente. Pour contrer la magie noire, un mage blanc de haut rang fut également envoyé afin d'assurer un scellement plus efficace. Pendant ce temps, Orphelin décida, contre toute attente, d'emprunter une autre voie, partir seul à la recherche d'Azélie, dans l'espoir de la délivrer de sa forme monstrueuse. L'affection profonde d'Orphelin pour Azélie ne fut pas accueillie avec réciprocité, mais plutôt avec colère. Azélie, sous sa forme de dragon, lança des attaques violentes et un souffle dévastateur embrasa toute la forêt, transformant le paysage en un champ de bataille enflammé. La lumière des flammes se reflétait dans le ciel, tandis qu'Orphelin faisait tout son possible pour contenir les dégâts causés par celle qu'il chérissait tant. Le combat était intense. Sur le lieu de l'affrontement, un groupe de mages décida de collaborer pour localiser précisément Azélie dans sa forme monstrueuse.
Un plan d'attaque coordonné fut lancé dans le but d'affaiblir directement la créature. Au milieu du chaos, un mage blanc de haut rang exécuta un rituel de scellement pour contenir la puissance obscure débordant du corps d'Azélie. Cependant, leurs efforts semblaient insuffisants pour la vaincre. La force du monstre dépassait toutes les attentes. À ce moment critique, confronté à une situation périlleuse, Orphelin envisagea un plan audacieux. Il décida de dérober une épée magique, espérant ainsi attirer Azélie à le suivre, l'éloignant des mages pour tenter de l'approcher plus sereinement. Mais cette idée imprudente s'avéra bien trop naïve, car le pouvoir d'Azélie dépassait tout ce qu'Orphelin pouvait maîtriser. La situation se compliqua davantage lorsque l'équipe de mages fut divisée en deux groupes. Essia, l'amie fidèle d'Orphelin, prit la responsabilité de le poursuivre afin de récupérer l'épée précieuse avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, les autres mages devaient rester en arrière pour continuer la lutte contre le dragon et empêcher toute nouvelle destruction. Lorsque Orphelin et Aessia revinrent sur le champ de bataille, la scène qui s'offrit à eux fut un véritable choc. Les mages talentueux qui avaient combattu ensemble étaient presque tous tombés, ne laissant derrière eux que des traces de destruction et d'échec. Au milieu de ce décor ensanglanté, seul Childman restait debout, résistant à la puissance terrifiante d'Azélie sous sa forme draconique. La brutalité et la folie du monstre faisaient ressembler la zone de combat à une tempête de feu sans fin. Avant même qu'Orphelin ne puisse réfléchir à un nouveau plan, une douleur atroce le transperça. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur en voyant l'épée de Childman profondément enfoncée dans son corps. Il tenta de bouger, mais son corps se figea soudainement, incapable de toute résistance ou mouvement. Les paroles glaciales de Childman résonnèrent comme un ordre définitif. Il guérirait la blessure d'Orphelin, mais seulement après la fin de la bataille. Désormais, la tâche d'Orphelin était de rester silencieux, interdit de provoquer le moindre problème jusqu'à ce que tout soit terminé. Immédiatement après qu'Orphelin ait été neutralisé par Childman, Azélie fit son retour sur le champ de bataille et reprit sa marche vers celui-ci. Le combat devint soudainement plus facile pour le puissant mage. Sans l'interférence ni la menace d'Orphan, Childman put concentrer toute sa puissance dans une attaque décisive. En un instant, le dragon fut repoussé avec une force colossale. L'attaque ne se contenta pas de faire reculer la créature, elle provoqua aussi sa désintégration dans une déferlante d'énergie pure. Le monstre fut totalement anéanti, ramenant un semblant de calme. Mais ce n'était que le début d'une souffrance bien plus grande pour Orphan. Un profond regret se peignit sur son visage, ses yeux débordant de douleur en apercevant sa sœur étendue sur le sol, inerte. Tous les souvenirs d'Azélie, celle qu'il avait tenté de sauver contre vent et marée, semblaient s'être effacés dans la fureur de la créature. Alors que le silence s'installait, Orphan entendit soudain un son faible émanant du cadavre du dragon. C'étaient les derniers mots d'Azélie, un souffle d'espoir fragile dans ce moment de désespoir. Et ces mots troublèrent profondément Orphan, lui laissant penser que tout n'était peut-être pas terminé. Le lendemain, Orphan se rendit chez Childman, tiraillé par des émotions contradictoires. Les dernières paroles qu'il avait entendues la veille avaient révélé un secret bouleversant. L'âme enfermée dans le corps du monstre n'était pas celle d'Azélie. En vérité, la véritable Azélie était toujours en vie, mais dans une situation que nul n'aurait pu imaginer. Elle avait échangé son âme avec celle de Childman et habitait désormais le corps de son ancien maître. Cet échange d'âmes, d'une complexité extrême, cachait également des intentions bien plus sombres. En repensant aux derniers jours, Orphan comprit à quel point Azélie avait su jouer son rôle à la perfection. Déguisée sous les traits de Childman, elle avait conservé l'attitude rigide et l'autorité naturelle d'un grand mage, trompant tout le monde. Tandis que Childman, prisonnier du corps d'Azélie, n'avait aucun moyen de faire connaître la vérité, il apparaissait clairement qu'Azélie avait tout orchestré. L'épée d'Azélie se lança vers Orphan avec une intention décisive, mais elle ne le toucha pas. Au lieu de ressentir la douleur de l'attaque de sa sœur, Orphan se tenait calmement.
Cela était grâce à une ancienne bague gravée de symboles anciens qu'il avait avalée plus tôt. Le pouvoir de cette bague créa une couche protectrice invisible qui le protégea du coup mortel, lui permettant de contre-attaquer rapidement. Une contre-attaque puissante de sa part se dirigea vers Azili. À cet instant, Orphan se rendit compte que la victoire ou la défaite dans ce combat n'importait pas vraiment. Son esprit n'était pas obsédé par la destruction d'Azili, mais par un désir de la sauver, de l'aider à revenir. Orphan ne voulait pas pousser Azili dans un coin sans échappatoire. Son but n'était pas de la tuer, mais de la libérer, de sauver la sœur qu'il avait jadis aimée, de l'obscurité et de la folie qui avaient envahi son esprit. Orphan s'arrêta et regarda profondément dans les yeux d'Azili. Il parla d'une voix calme mais ferme, déclarant que les enfants n'avaient jamais eu l'intention de tuer le dragon. Leur professeur, bien qu'étant un magicien puissant et respecté, avait choisi de monter sur le champ de bataille non pas pour détruire, mais pour trouver un moyen de sauver Azili, de l'aider à redevenir humaine. Ce que les enfants voulaient, c'était un dénouement pacifique où personne n'aurait à mourir. Mais au lieu d'être reconnaissante, Azili choisit de répondre à la gentillesse par la vengeance. Non seulement elle prit le corps de leur professeur, mais elle mit également fin à sa vie, affirmant ainsi le chemin cruel qu'elle avait choisi. Orphan se souvint soudainement des jours passés, lorsque lui et Azili étudiaient ensemble à l'Académie de magie. Bien qu'Azili fût toujours connue comme l'une des magiciennes les plus exceptionnelles, surpassant les autres en force et en compétences, c'était Orphan qui avait été choisi pour hériter du manteau de Razor, un symbole de pouvoir suprême. Razor n'était pas seulement un symbole, mais portait également une grande influence dans le monde des magiciens noirs, en particulier dans la formation des dents. Le détenteur de cet héritage aurait une influence et un pouvoir considérables, menant la prochaine génération de jeunes magiciens. Cela créa un fossé invisible entre les deux frères et sœurs, Azili se sentant laissé pour compte dans la course à la célébrité et au pouvoir. Dans les souvenirs d'Orphan, il y avait un jour spécial où ils décidèrent de retourner à l'orphelinat où ils avaient grandi ensemble. Cet orphelinat abritait d'innombrables souvenirs de leur enfance, un lieu où leur lien s'était formé, non seulement en raison de leur proximité, mais aussi parce qu'ils n'avaient personne d'autre sur qui compter. Sans l'amour parental, de nombreux enfants de l'orphelinat n'auraient pas pu y retourner. Le réconfort de l'un dans l'autre. Ce lien rendit Orphan et Azili plus proches que jamais. En CSS Instant, ils n'étaient plus de simples sorciers en quête de puissance, mais de véritables frères et sœurs. Ensemble, ils ravivaient les souvenirs d'un passé paisible, bien avant d'être emportés par les courants complexes du monde magique. Orphan sentait que les souvenirs de l'orphelinat étaient gravés à jamais dans son esprit. C'étaient ces rares moments où lui et Azili n'étaient pas accablés par la célébrité ou les responsabilités. Là-bas, ne subsistaient que des instants simples et purs, où ils pouvaient être eux-mêmes, sans devoir répondre aux attentes de quiconque. Orphan savait que ces souvenirs contenaient encore une part de son affection pour Azili. Malgré tous les crimes qu'elle avait pu commettre par la suite, il ne parvenait pas à les effacer. Sur le chemin du retour vers l'Académie de magie, après avoir visité l'orphelinat, Orphan remarqua quelque chose d'étrange. Azili avait soudainement disparu, sans laisser la moindre trace. L'inquiétude s'insinua dans son cœur, et Orphan entama immédiatement son périple pour la retrouver, espérant revoir sa sœur au plus vite. Cependant, malgré les routes parcourues et toutes les questions posées, la nuit tomba sans qu'aucun signe d'Azili n'apparaisse. L'obscurité s'insinuait dans chaque recoin, accentuant encore sa tension. Il poursuivit sa recherche dans une vieille maison abandonnée, pensant y découvrir un indice. À l'intérieur, l'atmosphère était sinistre, humide, plongée dans un silence oppressant. Tandis qu'il tentait d'examiner les lieux, une ombre faible surgit soudain d'un coin dissimulé et fonça droit sur lui. L'attaque fut si rapide qu'il eut à peine le temps de réagir. Même en posture défensive, les coups invisibles de l'ennemi le déstabilisaient. Insaisissable, il le laissait impuissant, incapable de localiser précisément leur origine. La vague d'assaut le repoussait sans relâche vers une position de plus en plus périlleuse. Malgré sa maîtrise de la magie, Orphan ne parvenait pas à contrer l'étrange offensive de ce spectre.
Dos au mur, il comprit qu'il lui fallait employer une autre tactique. En un éclair, il décida d'activer un ancien sortilège. Clôture mentale astérisque. Un des rares qu'il ne réservait qu'aux situations les plus critiques. Dès que le sort fut lancé, Orphan sentit son esprit se détacher du réel, et aussitôt, l'ennemi indistinct commença à se dissiper, comme s'il n'avait jamais existé. En réalité, cette ombre n'était autre qu'un sort jeté par Azili. En surface, elle sourit en prétendant qu'elle voulait seulement taquiner son petit frère. Mais au fond, ses intentions étaient loin d'être si innocentes. Azili voulait tester leurs forces respectives pour savoir lequel d'eux était véritablement le plus fort. Cette curiosité ne venait pas seulement de son instinct de magicienne talentueuse, mais aussi d'un besoin caché d'affirmer sa position aux yeux d'Orphan. Pourtant, elle ne pouvait nier que son petit frère avait grandi. Il devenait plus fort, capable de lui tenir tête lors des confrontations. Cela était à la fois satisfaisant et légèrement troublant pour elle. Après cette attaque inattendue, la réalité reprit peu à peu ses droits chez tous deux. Orphan, comprenant qu'Azili n'avait aucune intention réelle de lui faire du mal, demeura perplexe. De son côté, Azili semblait avoir pris conscience de quelque chose de plus profond. Les paroles d'Orphan à propos de leur maître, Childman, l'avaient réveillée de son délire de puissance et de haine. Elle réalisa soudain que toutes ses actions allaient à l'encontre des souhaits de son maître. Childman n'avait jamais voulu la tuer. Il ne l'avait jamais considérée comme une ennemie. Au contraire, il était prêt à se sacrifier non seulement pour la sauver, mais aussi pour la ramener sur le droit chemin. Cette vérité frappa Azili en plein cœur, éveillant en elle un profond remords. Les péchés qu'elle avait commis étaient irréversibles. Même si elle devait en payer le prix de sa vie, elle ne pourrait effacer les événements douloureux du passé. La seule chose qu'elle pouvait encore faire était d'être à la hauteur de ce que son maître avait toujours espéré d'elle. Libérée de sa haine et de sa soif de pouvoir, Azili décida de devenir la personne que Childman avait voulu qu'elle soit. Elle posa les yeux une dernière fois sur Orphan, et dans son regard brillait une détermination nouvelle. Désormais, elle vivrait selon la volonté de son maître. C'était la seule voie qu'elle voyait pour racheter toutes ses fautes. Lors de leur périple, Orphan n'était pas seule à affronter les dangers. 2 compagnons pour le moins particulier l'accompagnaient, Magic et Cléo. Magic, un adolescent enthousiaste rêvant de devenir un grand sorcier, avait décidé de suivre Orphan pour apprendre et affûter ses compétences magiques. Toutefois, son ardeur causait souvent bien des ennuis à Orphan, car Magic manquait encore d'expérience dans le contrôle de ses pouvoirs. Cléo, quant à elle, était une jeune fille aux motivations tout autres. Ce n'était ni l'envie de maîtriser la magie, ni la quête de savoir qui la poussait à les suivre. Simplement, l'ennui du quotidien l'avait poussée à chercher une aventure palpitante. Son caractère espiègle et vif donnait souvent lieu à des situations des plus cocasses. Orphan savait pertinemment que, même s'il tentait de les renvoyer, ni l'un ni l'autre ne céderait facilement. Alors, plutôt que de s'éterniser dans des disputes inutiles, il accepta à contre-cœur leur compagnie, du moins pour les jours à venir. Même s'il s'en agaçait parfois, il comprenait désormais qu'ils étaient devenus une partie indispensable de son voyage. Leur prochaine destination était la terre de Tarframe, un lieu ancien et empli de mystères. Tarframe, célèbre pour sa beauté intacte, abritait aussi la prestigieuse Académie de la Griffe, qui avait formé nombre des sorciers les plus puissants, dont Orphan et Azili eux-mêmes. Tarframe éveillait non seulement des souvenirs du passé, mais Tarframe ouvrait également la porte à de nombreux mystères et défis à venir. Le trio avançait lentement sur le chemin menant à Tarframe, chacun perdu dans ses propres pensées. Magic débordait d'enthousiasme, impatient d'acquérir de nouvelles connaissances. Cléo, quant à elle, savourait avec insouciance cette liberté retrouvée. Orphan, en revanche, gardait un regard lointain. Il savait que ce voyage ne se résumerait pas à la simple traversée d'une terre nouvelle. Il risquait fort d'y affronter des secrets enfouis du passé, ainsi que des vérités inéluctables. Pour éviter d'attirer l'attention, Orphan prit la décision de contourner les routes principales, évitant soigneusement les postes de garde disséminés dans la région. Il savait que CS Garnison forestière pouvait signaler la présence d'un mage à l'église, une organisation dont l'animosité envers les mages ne faisait aucun doute. L'Église, avec son autorité étendue, considérait la magie comme une menace directe à sa foi et à son pouvoir.
Ainsi, Orphan préférait éviter tout affrontement inutile, conscient que le moindre conflit avec l'Église ne ferait qu'entraîner des complications périlleuses. À la tombée de la nuit, un nouveau problème surgit. Leurs provisions touchaient à leur fin. La nourriture restante ne suffirait pas à nourrir 3 personnes bien longtemps. Tandis qu'Orphan et Cléo s'installèrent près du feu mourant, Magic, en tant qu'apprenti, fut chargé de trouver de quoi manger. Il s'enfonça donc dans la forêt obscure à la recherche de quelque chose de comestible pour le groupe. Bien qu'il fût l'élève d'un mage, Magic ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un simple larbin, obligé de servir son maître et Cléo. Errant entre les arbres dans cette obscurité oppressante, il fit une rencontre des plus inattendues. Une étrange jeune fille nommée Fiena. Apparue soudainement, visiblement agitée, elle avertit Magic de quitter les lieux au plus vite s'il voulait éviter un grand danger. L'événement se déroula si rapidement que le garçon n'eut même pas le temps de lui demander qui elle était, ni pourquoi elle avait lancé un tel avertissement. Mais les choses se compliquèrent encore davantage. Avant qu'il n'ait pu réagir, une foule de villageois surgit de l'ombre, les encerclant rapidement. Armés de lances, de fourches et de torches, leurs regards débordaient de haine. Magic tenta d'utiliser les sorts de base qu'il avait récemment appris, mais face à un groupe si nombreux, ces faibles incantations se révélèrent inutiles. Pris de panique, il fut touché à l'épaule par une flèche tirée par le chef du village, un homme grand, large d'épaules, à l'aura intimidante. La douleur vive de la blessure le priva de toute capacité de défense. Incapable de fuir ou de se défendre davantage, il fut capturé, ligoté et traîné comme un criminel jusqu'au village, où il fut jeté dans une cabane servant de prison. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Orphan et Cléo commencèrent à s'inquiéter de l'absence prolongée de Magic. Retraçant ses pas, ils réalisèrent bien vite que la situation était grave. Fidèle à son tempérament résolu, Orphan élabora aussitôt un plan pour sauver son apprenti. Cléo, toujours prompte à l'action, se joignit à lui avec enthousiasme. Il ne leur fallut pas longtemps pour localiser le village où Magic était retenu captif. L'opération de sauvetage débuta dans la tension et la discrétion. En s'infiltrant dans le village sous le couvert de la nuit, Orphan fut attiré par un détail troublant. Un drapeau flottant au sommet d'un mât de bois. Sur le tissu usé, l'image d'une créature ancienne et majestueuse se dessinait clairement. Orphan ressentit une montée d'étonnement en reconnaissant l'emblème de ces êtres antiques, ennemis éternels des mages. Il n'était donc pas surprenant que les villageois aient agi ainsi. Il s'agissait en fait de cultistes du dragon, une foi profondément ancrée dans la culture locale depuis des siècles. Orphan se remémora ce qu'il avait appris. Le continent était à l'origine divisé en 2 forces opposées. D'un côté, l'église Kimlak, représentant ceux qui vénéraient la déesse et considéraient la magie comme une menace à éliminer. De l'autre, les cultistes du dragon, qui vénéraient le pouvoir des créatures mythiques. Ce village appartenait sans doute à ces derniers, une communauté vivant sous l'ombre protectrice des dragons, des êtres autrefois dominants et vénérés comme divins. Plus il réfléchissait, plus Orphan comprenait la raison profonde de l'attaque des villageois contre la magie. Ce n'était pas uniquement à cause de sa présence ou de celle de Cléo, mais parce que leur nature même de mage représentait une menace pour ceux qui croyaient aux dragons. Pour protéger leurs croyances et leur sécurité, les villageois avaient agi de manière préventive, ne laissant aucune chance aux étrangers comme Orphan ou Magic. Les pensées d'Orphan remontèrent à une histoire lointaine, lorsque le continent abritait 6 espèces anciennes et extrêmement intelligentes, dotées de pouvoirs magiques conférés par les dieux. 6 créatures, bien que ressemblant extérieurement à des animaux tels que loups, ours ou équidés, possédaient des pouvoirs redoutables et étaient considérées comme des incarnations de dragons. Chaque espèce portait en elle une force divine distincte, et malgré les siècles écoulés, le respect pour ces créatures mythiques perdurait encore en de nombreux endroits. Parmi ces 6 espèces anciennes, l'une se distinguait par son intelligence extraordinaire, les anges. Contrairement aux autres, leur seule faiblesse résidait dans leur incapacité à se reproduire naturellement. Cela les avait poussés à s'intégrer dans la société humaine, devenant une part de l'humanité depuis longtemps. Cette intégration avait donné naissance à une nouvelle lignée, un mélange de sang angélique et humain, les mages humains, détenteurs de pouvoirs magiques hérités des anges. Au départ, la coexistence avec les humains ne causait pas de conflit majeur, mais avec le temps, un changement d'état d'esprit survint. Les anges,
fiers de leur force et de leur intellect, commencèrent à penser que les humains leur avaient volé leur magie. Ce soupçon se transforma progressivement en une conviction profonde. La magie humaine était le fruit d'une trahison. Ainsi, les anges perdirent confiance en ceux qu'ils avaient autrefois considérés comme des alliés. Cette fracture s'étendit rapidement au sein de la communauté des adorateurs des dragons. Les fidèles de ces créatures anciennes, qui respectaient le pouvoir sacré des anges, virent l'acquisition de la magie par les humains comme une insulte envers cet être sacré. Depuis lors, les mages humains vécurent sous la menace constante d'être traqués par les adorateurs du dragon. L'échange au sein de l'équipe de sauvetage fut soudainement interrompu par un bruit fort. Les villageois, les ayant découverts, les encerclèrent rapidement, armes en main, ne laissant aucun échappatoire sans affrontement. Cette fois, les nombreuses armes à feu détenues par les villageois ne laissèrent à Orphan aucun répit pour préparer ses sorts. Il fut contraint de mobiliser toutes ses forces pour échapper à l'encerclement, cherchant un abri où se cacher avant de songer à ses prochaines actions. Mais même fuir n'était pas une tâche aisée. Les assaillants resserrèrent leur étau, acculant Orphan et ses compagnons dans un coin étroit. Et comme si cela ne suffisait pas, une créature gigantesque, connue sous le nom de dragon des profondeurs, apparut soudain à ses côtés. Ce dragon colossal ne recourut pas à la violence physique. À la place, il attaqua l'esprit d'Orphan. Des images chaotiques, une douleur intense, des visions confuses affluèrent comme une tempête dans son esprit. Un sentiment accablant de perte de contrôle se répandit dans tout son corps, l'empêchant totalement de lancer le moindre sort. Tous les villageois étaient de fervents adeptes du dragon des profondeurs, obéissant à un ensemble d'instructions strictes émanant de cette créature antique. Parmi eux, Fienna jouait un rôle central, non seulement comme villageoise, mais aussi en tant que seule nonne capable de transmettre directement les messages du dragon. Sa mission ne se limitait pas à relayer les ordres. Elle était également garante de l'harmonie entre la créature mythique et ses fidèles. Mais ce qui distinguait Fienna des autres, c'était son absence de haine envers les mages. Alors que la communauté dans laquelle elle vivait méprisait les mages au point de les traquer, elle restait calme, compatissante et juste. La preuve la plus évidente de cela fut le jour où elle avertit Magik d'un danger imminent. Durant toute la période où Magik fut capturé et emprisonné dans le village, Fienna ne manifesta ni cruauté ni animosité envers lui. Au contraire, elle le traita avec bienveillance, comme un véritable ami. Elle lui fournit nourriture et abri temporaire, et partagea avec lui sa vision de la mission qu'elle poursuivait. Mais Magik ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Fienna. Il craignait que cette jeune nonne honnête et généreuse ne soit exploitée par le vieux chef du village, un homme rusé, puissant et manipulateur, à des fins obscures. Il tenta de convaincre Fienna de fuir avec lui. Il pensait qu'en s'échappant ensemble, ils auraient une chance d'échapper au complot des adorateurs du dragon des profondeurs, surtout à l'influence sinistre du chef du village qui semblait tout contrôler depuis l'ombre. Pourtant, à la précipitation inquiète de Magik, Fienna répondit avec calme et fermeté. Elle lui adressa un sourire triste, puis secoua doucement la tête, refusant Magik, de son côté, garder l'espoir que son maître, Orphan, viendrait bientôt le sauver de cette situation difficile. Il avait une grande confiance en ses capacités. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, Orphan était lui aussi emprisonné dans les sombres cachots du village. Magik était donc loin de se douter de la gravité réelle de la situation. Pendant ce temps, se sentant chanceux grâce à l'aide de Fienna, l'esprit d'Orphan n'avait pas été endommagé après l'attaque du dragon des profondeurs. Elle l'avait soigné, lui redonnant assez de force pour affronter les dangers à venir. Mais alors que la situation semblait se calmer, Orphan sentit une perturbation imminente. À cet instant, Selua, l'une des nombreuses figures suspectes du village, apparut, se précipitant vers le donjon avec un regard d'enquêteur. N'ayant pas d'autre choix, Orphan se prépara à protéger férocement ses compagnons. Non seulement Magik et Fienna, mais aussi les autres qu'il avait juré de défendre. Dans ce face-à-face tendu, Selua dégaina soudain une épée de verre scintillante qui captait la lumière des torches dans l'obscurité du donjon. Ce n'était pas une arme ordinaire, mais un symbole de l'église Kimlak, révélant que Selua n'était pas qu'un simple villageois. C'était un espion infiltré par l'église, chargé d'assassiner le chef du village, le leader du culte dragoniaque et une figure puissante de la région. Le combat tourna de manière inattendue.
Alors que Selua se concentrait à combattre Orphan, Cléo s'approcha silencieusement par derrière et porta un coup précis avec son bâton en bois, assommant l'espion avant qu'il ne puisse réagir. Cette intervention soudaine mit fin au combat, laissant tout le monde stupéfait. Une fois le calme revenu, Fienna partagea ce qu'elle savait de l'histoire sombre du village. Elle raconta un homme nommé MacDougall qui avait jadis introduit de nouveaux outils de guerre au village, persuadant les habitants de fabriquer des armes pour se protéger des menaces venues de l'extérieur de la forêt. Au départ, les villageois avaient accepté pour leur propre sécurité, mais les ambitions de MacDougall grandirent rapidement. Il ne voulait pas seulement défendre, mais aussi étendre son influence, allant jusqu'à planifier de s'emparer des villages voisins. La puissance de ses armes à feu et la peur qu'il inspirait firent de MacDougall une force imparable dans la région. Derrière tout cela, il préparait un plan dangereux. D'après les informations partagées par Fienna, le véritable objectif de MacDougall était le cœur des terres sacrées, un lieu que l'on disait abriter une puissance ancienne et mystérieuse, protégée depuis la nuit des temps par des dragons et autres êtres primordiaux. Sa soif de pouvoir dépassait de loin le simple contrôle du village. Il cherchait à manipuler des forces que même les mages les plus téméraires n'osaient approcher. De telles ambitions ne pouvaient mener qu'à la ruine, non seulement pour les villageois, mais pour toute la région. Si MacDougall parvenait à franchir les défenses du cœur de la forêt, le dragon des profondeurs, gardien sacré et divinité de Céester, s'éveillerait inévitablement dans une colère destructrice. Les conséquences seraient catastrophiques. Le village serait consumé par un feu divin, et nul, pas même les plus fervents croyants, ne seraient épargnés par les conséquences de l'avidité de leur chef. Consciente de la gravité de la menace, Fienna supplia Orphan, Magic et Cléo de fuir tant qu'il en était encore temps. Les minutes étaient comptées, et une fois le dragon des profondeurs réveillé, plus rien ne pourrait contenir sa fureur. Pourtant, malgré ses avertissements, Fienna refusa de partir. Sa décision était prise. En tant que seule nonne capable de communiquer avec le dragon des profondeurs, elle considérait qu'il était de son devoir sacré de rester et de tenter d'apaiser la rage de l'antique créature. Elle portait ce fardeau seule, convaincue que telle avait toujours été sa destinée. Touchée par son courage, mais déterminée à s'attaquer à la racine du mal, Orphan se précipita vers la chambre du chef du village. La lourde porte en bois grinça en s'ouvrant, révélant MacDougall assis seul dans une pièce faiblement éclairée, entouré des ombres de ses propres machinations. Les yeux d'Orphan se plissèrent. Sans perdre de temps en salutations, il exigea des réponses. Pourquoi le village avait-il été plongé dans la peur et le sang? Pourquoi MacDougall avait-il voulu perturber le cœur même de la forêt, au risque d'anéantir tout ce qui vivait autour? Mais le vieux chef ne montra aucune peur. Sa voix était calme, son attitude étrangement sereine. Il affirma que ses actes n'étaient pas motivés par la folie, mais par une nécessité pressante. L'église Kimlac, avec sa vaste influence et sa soif de pouvoir impitoyable, opprimait la région depuis bien trop longtemps. En s'emparant du pouvoir caché dans la forêt, MacDougall croyait pouvoir protéger son peuple de cette menace. Pour Orphan, cependant, ces justifications n'étaient qu'un masque hypocrite dissimulant une tyrannie froide. Aucun objectif, si noble soit-il, ne pouvait justifier le sacrifice d'innocents. Leur confrontation ne se conclut pas par la rédemption, mais par une sombre finalité. Sentant sa fin proche, MacDougall laissa échapper un avertissement glaçant. Le continent tout entier se trouvait au bord de la destruction. Dans un dernier souffle, il parla d'une arme secrète détenue par l'église Kimlac, quelque chose de si dévastateur que, sans intervention, cela entraînerait l'effondrement de toutes les civilisations. 6 derniers mots flottèrent dans l'air comme une malédiction, plongeant la pièce dans un silence pesant et laissant Orphan avec plus de questions et de craintes que jamais. Vous avez profané le cycle, rompu l'équilibre, et souillé ce qui vous a été offert. Vous n'hériterez plus de la bénédiction du ciel. À l'instant où ces paroles résonnèrent dans l'air, le silence tomba comme un couperet. Même les flammes dévorant les ruines semblaient vaciller sous la gravité de la sentence divine. Orphan, tenant encore la progéniture du dragon, sentit ses jambes flancher. Non pas de peur, mais d'impuissance. Tout son être criait à l'injustice, mais au fond de lui, il savait que les mots du dragon n'étaient pas sans fondement. Les siens avaient trop osé, trop convoité.
La jeune créature dans ses bras poussa un léger cri, plaintif, presque humain. Et dans ce simple son, un écho étrange résonna dans le cœur du dragon profond. Ses pupilles carmines s'étrécirent, non pas sous la rage, mais comme si un souvenir lointain remontait à la surface. Durant un bref instant, l'ombre du jugement parut vaciller. Les villageois, encore agenouillés, osèrent lever les yeux. Un frisson parcourut l'assemblée. Pouvait-il encore y avoir une chance ? Mais la créature céleste détourna lentement la tête, les ailes colossales s'ouvrant dans un bruit d'ouragan. Le dragon profond s'éleva dans les airs, ses paroles suspendues comme une épée au-dessus des survivants. Une vie doit être offerte, non pour racheter vos fautes, mais pour que vous n'oubliez jamais. Orphan se leva lentement, tenant toujours le jeune dragon contre lui. Il comprit. Sans dire un mot, il fit quelques pas en avant. Le silence autour de lui était si total que chacun de ses pas résonnait comme un glas. Mais alors qu'il s'apprêtait à se sacrifier, une voix l'interrompit. Faible, tremblante, mais déterminée. C'était la nonne. Le regard baigné de larmes, elle s'avança à son tour, soutenue par 2 enfants. « Si une vie doit être donnée, qu'elle soit la mienne, car c'est moi qui les ai guidés vers cette folie. » Le dragon profond s'immobilisa dans le ciel, son regard posé sur cette frêle silhouette humaine. Une tension presque sacrée s'installa. Puis, dans un souffle plus ancien que le temps lui-même, la voix du dragon s'éleva une dernière fois. « Qu'il en soit ainsi. Mais souvenez-vous, humains, ce monde n'est pas vôtre. Vous ne faites qu'y passer. » Et dans un éclair de lumière céleste, il disparut, ne laissant derrière lui qu'un ciel redevenu silencieux et une terre marquée à jamais. Il accusa les villageois, pourtant toujours protégés par les bénédictions de la forêt et la bienveillance des divinités, d'avoir osé comploter pour usurper le cœur de ce lieu sacré. Un acte non seulement traître, mais aussi d'une ambition démesurée. La créature divine souligna que ce péché allait bien au-delà de toute possibilité de pardon. Elle affirma que, sans une punition sévère à cet instant, les générations futures répéteraient à coup sûr ces erreurs désastreuses. Selon le dragon, la clémence dont les dieux avaient fait preuve dans le passé avait été interprétée comme une faiblesse, attisant l'avidité toujours croissante des humains. En cherchant à s'emparer du pouvoir sacré, les villageois avaient rompu l'équilibre maintenu depuis des temps immémoriaux. Le regard du dragon, aussi tranchant qu'une lame, balaya la foule, forçant chacun à baisser la tête sous l'effet de la peur et de la honte. Nul n'osa prendre la parole pour se défendre. Les accusations étaient incontestables. Tous tremblaient, conscients qu'aucun mot ne pourrait convaincre la créature divine d'abandonner son châtiment. Ne pouvant rester les bras croisés, tandis que des innocents allaient subir la colère d'un être aussi puissant, Magic, grâce à sa vivacité d'esprit, utilisa aussitôt un sort de magie pour créer un espace illusoire recouvrant toute la zone. Depuis le côté d'Orphan, une arme dissimulée et préparée à l'avance fut dégainée. Dans un geste précis, il lança l'arme en direction de l'imposant dragon. Au même moment, il prononça une incantation, déclenchant une flamme ardente qui engloutit l'espace autour de la créature ancestrale. Les flammes rugirent, si intenses qu'elles semblaient pouvoir déchirer les cieux assombris. Une violente explosion suivit, ébranlant toute la forêt comme un séisme. Les rugissements de douleur et de rage du dragon profond résonnèrent un instant avant d'être totalement noyés par le vacarme de l'explosion et le crépitement du feu. La silhouette massive de la créature millénaire se désagrégea peu à peu dans la tempête de flammes. Des fragments de son corps furent emportés comme de la poussière dans une bourrasque. La force terrifiante qui avait autrefois semé la terreur sur ces terres sacrées n'était plus que cendres et silence. Le lendemain, le groupe reprit sa route, faisant face aux nouveaux défis qui les attendaient. La plus grande inquiétude d'Orphan à ce moment-là était de devoir nourrir une bouche de plus, une tâche difficile, vu les ressources limitées du groupe. Il ne cessait de réfléchir à la façon dont il allait gérer la situation, surtout que Cléo semblait totalement inconsciente des nombreuses difficultés à venir. La prochaine destination du groupe était la Tour des Crocs, un lieu chargé de souvenirs mais aussi à l'origine de nombreux problèmes dans la vie d'Orphan. Cependant, avant de pouvoir l'atteindre, il devait d'abord faire une halte dans la ville de Tarframe. Ce n'était pas seulement un point de passage, mais également l'endroit où Magic allait s'inscrire à l'académie pour entamer un parcours sérieux visant à devenir un véritable mage. À cette époque, la situation à l'Académie des Crocs était plus instable que jamais. Récemment,
Plusieurs tentatives d'assassinat successives avaient visé les anciens, créant une atmosphère étouffante et tendue. Plus de 10 membres de haut rang de l'Académie avaient mystérieusement trouvé la mort. Plusieurs mages et membres du public furent profondément troublés par COS Assassinat, provoquant une confusion générale. Les rumeurs au sujet de ces événements se répandirent rapidement, la plupart soupçonnant l'existence d'une force clandestine œuvrant à renverser l'Académie des Crocs. Selon plusieurs rapports d'enquête, les anciens de l'Académie avaient découvert un détail troublant qui ne faisait que renforcer leurs soupçons. L'apparence de l'assassin présentait de nombreuses similitudes avec Orphan. Ce dernier devint alors, malgré lui, la cible principale des mages chargés de retrouver le coupable. L'atmosphère devenait de plus en plus pesante, et Orphan ne pouvait ignorer les rumeurs malveillantes qui prenaient de l'ampleur. En route vers Tarframe, son groupe fut contraint de faire une halte dans une petite auberge située en périphérie. À la tombée de la nuit, un événement inattendu se produisit. Ils furent attaqués par une silhouette mystérieuse. L'assaillant, d'une agilité incroyable, ne leur laissa aucune chance de réagir. Orphan et Cléo se précipitèrent pour protéger Magic, mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à distinguer clairement le visage de leur agresseur. Après avoir semé le chaos pendant un moment, l'inconnu disparut soudainement comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui qu'un étrange morceau de papier posé sur la table. Orphan le ramassa et découvrit que le contenu était rédigé dans une écriture cryptique mêlant langage ancien et symboles magiques. Après avoir passé un certain temps à le déchiffrer, il comprit enfin le message. Astérisque, astérisque. Qui est réellement l'héritier? Astérisque, astérisque. Cette question non seulement déconcerta le groupe, mais éveilla aussi une inquiétude profonde. Il était désormais clair que les assassinats à l'Académie et l'attaque récente étaient liés. Quelqu'un, quelque part, poursuivait Orphan tout en cherchant à semer le doute et le chaos parmi les mages. Quelques heures plus tard, alors que l'obscurité enveloppait le sentier désert où le groupe s'était temporairement installé, le même assaillant réapparut, cette fois avec un objectif bien plus clair. Contrairement à la première attaque, il ne se cacha pas. Il s'avança d'un pas assuré, le regard perçant, une présence si menaçante qu'elle rendit l'air presque irrespirable. La confrontation éclata aussitôt. L'adversaire, non seulement habile en magie, maîtrisait aussi parfaitement le combat rapproché. Chacun de ses mouvements était exécuté avec une précision redoutable, forçant Orphan à se défendre désespérément. Malgré tous ses efforts, Orphan sentit clairement qu'il perdait du terrain à chaque assaut. Cléo et Magic, paralysés par l'angoisse, ne purent intervenir, de peur de devenir un poids mort. Alors que le combat atteignait son paroxysme, un nouveau personnage fit une apparition inattendue, bouleversant complètement la dynamique du duel. Une voix calme, mais emplie de puissance, interrompit l'affrontement. Orphan, bien qu'épuisé, ne pouvait détacher son regard de son adversaire. Lorsque la lumière d'une torche voisine éclaira enfin son visage, son cœur se serra. L'homme qui l'attaquait avait exactement le même visage que lui, tel qu'il était 1 an auparavant. La scène laissa Orphan sans voix. Et bien que le combat inattendu se terminât par le retrait de l'agresseur, les questions, elles, venaient tout juste de commencer. La tension demeurait lourde au sein du groupe. Orphan, toujours hanté par les questions sur cet assassin à son image, décida de les mettre de côté pour l'instant. Il se tourna vers Cléo et Magic, remarquant la confusion dans leurs regards. Prenant une profonde inspiration, Orphan commença à présenter la personne qui était intervenue et les avait aidés à échapper à la situation dangereuse. Face au regard curieux de ses 2 compagnons, Orphan se tourna vers la femme qui venait d'apparaître. Elle avait de longs cheveux noirs aux reflets violets, attachés avec soin, bien que quelques mèches retombaient librement. Son visage était fin, ses traits marqués par une grande lucidité et ses yeux pleins de calme. Sa tenue, inspirée de l'Académie des Crocs, dégageait une aura de mage talentueuse. Orphan parla lentement, d'une voix grave, la présentant comme Tease, sa sœur aînée. Elle avait été l'une des étudiantes les plus brillantes de l'Académie. Tease avait occupé une place centrale dans la vie d'Orphan et d'Azalée. Les 3 avaient vécu ensemble pendant une longue période, jusqu'à ce qu'un drame survienne. En tant que sœur aînée, Tease s'était non seulement occupée de ses 2 cadets, mais elle avait aussi guidé et inspiré Orphan dans ses premiers pas sur la voie de la magie. Après de nombreux accomplissements majeurs, elle se vit confier un poste important au sein de l'Académie des Crocs. Dans le cadre de ses fonctions,
Tease reçut une maison spacieuse dans la partie intérieure de la ville, à proximité de l'académie, pour faciliter son travail et sa vie quotidienne. À présent, face au chaos qui menaçait l'académie et aux dangers qui rôdaient, Tease décida d'emmener le groupe d'orphanes chez elle pour leur offrir un havre de paix et leur permettre de retrouver un peu de stabilité. Sa demeure était située dans un quartier calme, entouré d'arbres anciens et denses, procurant un sentiment de sécurité et d'isolement du reste du monde. Ce serait là que le groupe s'installerait temporairement, dans l'attente de nouvelles concernant l'assassin semant le trouble. Cléo parut ravie en découvrant l'intérieur de la maison de Tease. La décoration était élégante, mêlant le style classique de l'Académie des Crocs à une atmosphère chaleureuse. Au mur étaient accrochées d'anciennes peintures magiques. Le bureau de Tease était encombré de lourds ouvrages traitant de divers sujets arcanes. De son côté, Magic ne put dissimuler son admiration pour l'impressionnante collection de livres. Son regard fut immédiatement attiré par un traité sur les tactiques magiques classiques, posé sur une étagère. Contrairement à ses deux compagnons, Orphan ne montrait aucune surprise. Ce n'était pas la première fois qu'il mettait les pieds ici. Cependant, ses yeux trahirent brièvement une expression songeuse, alors qu'il observait les objets décoratifs familiers, souvenirs silencieux des jours heureux passés avec ses deux sœurs. Comme à son habitude, Tease garda son calme. Elle prépara un repas simple, puis s'assit à table avec tout le monde pour partager ce qu'elle savait de la. Clio brisa le silence pesant en demandant quel serait le prochain plan. Tease répondit qu'il valait mieux, pour l'instant, rester prudent et attendre d'obtenir davantage d'informations des divers enquêteurs infiltrés au sein de l'Académie. Tease retourna rapidement à l'Académie et revint avec une nouvelle cruciale. Au cours des derniers jours, la série de meurtres des anciens de l'Académie avait conduit beaucoup à soupçonner Orphan d'en être l'auteur. Cependant, après une enquête approfondie, Tease parvint à réunir des preuves qui l'innocentaient. D'après elle, la personne réellement responsable de ces crimes ressemblait étrangement à Orphan lorsqu'il était plus jeune. Un détail qui choqua l'Académie et sema la confusion parmi ses membres. Le rapport de Tease força les mages à reconsidérer les événements. Quelqu'un agissait dans l'ombre, manipulant la situation pour faire accuser Orphan. Cet usurpateur n'était pas seulement à l'origine des meurtres, il compliquait également la situation de façon intentionnelle, provoquant la méfiance généralisée envers le jeune mage. 6 morts mystérieuses avaient sérieusement entaché la réputation d'Orphan, et il était clair que tout cela n'avait rien d'un simple hasard. L'affaire prenait une tournure de plus en plus complexe, d'autant plus que personne ne parvenait à identifier l'individu qui se cachait derrière ce masque d'Orphan. De nombreuses zones d'ombre subsistaient, si bien qu'aucune conclusion définitive ne pouvait encore être tirée. Cette nuit-là, dans un moment de solitude, Orphan était assis seul dans l'obscurité, ruminant tout ce qui s'était produit. Son esprit était accablé, non seulement par les menaces du dragon profond et les révélations de MacDougall, mais aussi par des souvenirs douloureux du passé qu'il tentait en vain d'oublier. Orphan ne pouvait échapper aux fantômes de son ancienne vie. C'est alors qu'une silhouette mystérieuse apparut soudainement, brisant le silence. Devant lui se tenait un homme au visage identique au sien, mais avec une expression, une prestance et une aura totalement différentes. L'étranger parla sans la moindre hésitation, se présentant sous le nom de ***Krylon Cielo ***. Le nom qu'Orphan avait abandonné depuis longtemps. Il prétendait être Orphan. D'il y a 5 ans. Sa voix était grave, froide, teintée d'arrogance. Autrefois, il avait été désigné comme l'héritier du *** pouvoir du rasoir ***, une révélation qui laissa Orphan sans voix. L'homme face à lui proclamait être *** Krylon Cielo ***, le « lui » d'autrefois, celui qu'il avait été avant de rejeter le destin que l'Académie voulait lui imposer. Lorsqu'il fut question de devenir l'héritier du pouvoir du rasoir, Orphan se souvint des immenses attentes qui pesaient sur lui, à l'époque où il était encore un jeune mage prometteur. Ce pouvoir représentait le sommet de la puissance dans le monde magique, et l'élu destiné à en hériter était censé devenir une force capable de bouleverser le monde. Orphan avait été considéré comme le candidat idéal, jusqu'à ce qu'un événement tragique, lié à Azalée, le pousse à tout abandonner, son avenir, son nom et son destin. L'imposteur poursuivit avec un sourire narquois, soulignant qu'Orphan avait jadis été un être exceptionnel, à 2 doigts de devenir le plus grand de tous. Et pourtant, il avait tout laissé derrière lui pour mener une existence d'errance anonyme.
Il avait la réputation et le potentiel de devenir l'héritier du pouvoir du rasoir, une position représentant le sommet de la hiérarchie dans le monde des mages, le but ultime que tout sorcier espère atteindre. Cependant, au lieu de poursuivre la voie que le destin semblait lui tracer, Orphan choisit d'abandonner tout cela. Il se détourna non seulement du droit à l'héritage du pouvoir du rasoir, mais aussi de ses relations et de sa renommée, sans le moindre regret. Quand tout s'effondra, Orphan ne pouvait ignorer la douleur et la perte provoquée par Azalée, celle qu'il considérait comme sa sœur. La transformation d'Azalée en une créature monstrueuse dans sa quête de puissance infinie força Orphan à affronter l'échec le plus cuisant de sa vie. Ce fut à ce moment qu'il prit la décision de tout quitter, avec un seul but en tête: trouver un moyen de sauver Azalée, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, alors qu'Orphan suivait son propre chemin, Krylon Cielo, celui qui prétendait être son ancien lui, poursuivait une vague d'assassinats contre de nombreux dirigeants du monde magique. Les anciens puissants, capables d'influencer l'avenir du pouvoir du rasoir, furent brutalement éliminés les uns après les autres. Mais les actions de Krylon n'étaient pas sans but. Il était convaincu qu'en éliminant les figures puissantes et les prétendants potentiels au pouvoir du rasoir, il deviendrait *** le seul héritier légitime de cette puissance ultime. Le lendemain matin, Tease présenta à Orphan 2 de ses élèves, un garçon nommé Tifiz et sa sœur Pachaka. Peu après, Tease mentionna que 2 nains étaient récemment venus, affirmant connaître Orphan. Soupçonnant quelque chose d'étrange, Orphan entra dans la pièce et reconnut immédiatement les 2 nains Vocalais d'Atan, les 2 compères bien connus pour attirer les ennuis. Fronce légèrement les sourcils, Orphan devina instinctivement qu'il s'était à nouveau fourré dans une situation problématique. Pendant ce temps, dans un coin de la ville, Vocal et Datan étaient postés en tant que gardes, arborant une fierté naïve comme s'ils venaient de se voir confier une mission capitale. Lassés de la monotonie de leurs tâches, ils aperçurent Clio, accompagnée de son loup magique, Loki. Affamé, Clio ne put résister à l'odeur irrésistible du pilon de poulet rôti que tenait Vocal. Tous 3 s'assirent rapidement ensemble pour partager le repas. Alors que l'ambiance devenait plus détendue et que la paix semblait enfin s'installer, un groupe de personnes vêtues de noir apparut soudainement de nulle part.